Je m'appelle Julian Marx et j'avais 37 ans lorsque ma vision a commencé à se brouiller. Pas de façon spectaculaire, ni d'un seul coup, mais avec la persistance constante de quelque chose qui se brisait doucement. Au début, ce n'était qu'une tache sur mon œil périphérique. Comme sur mon gauche, j'avais un cristallin sale. J'ai mis ça sur le compte du temps passé devant les écrans. J'ai attribué ça au vieillissement, au stress, aux longues heures passées au cabinet d'architecture. Mais un matin, je suis entré dans la cuisine et j'ai renversé une chaise que je n'avais pas vue. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. L'IRM l'a confirmé. Une tumeur bénigne se trouvait derrière mon œil gauche. Pas cancéreuse, mais dangereuse, d'une manière qui ne nécessitait ni croc ni agressivité pour causer des dommages. Elle grossissait, comprimant mon nerf optique. Les médecins m'ont dit avec leur calme poli qu'il me restait peut-être 6 mois avant de perdre complètement la vue de cet œil, et peut-être de l'autre. L'opération n'était pas facultative. C'était la seule solution, mais le type d'opération dont j'avais besoin n'était pas à la portée de tous. J'ai passé près d'1 an à essayer d'être inscrit sur la liste des patients du docteur Alicia Patel, l'une des meilleures chirurgiennes crâniennes et orbitaires du pays. Son équipe opérait dans un hôpital de recherche à 4 états de là, et elle ne prenait en charge que les cas les plus complexes et les plus urgents. J'en suis devenu un. Être inscrit sur sa liste m'avait semblé comme gagner à la loterie, sauf que je n'avais pas encore le ticket. J'étais en rotation de réserve, des patients qui n'étaient appelés que si quelqu'un d'autre abandonnait ou devenait inéligible. Et puis c'est arrivé. Un mardi matin pluvieux, j'ai reçu l'appel. Un patient de la côte et s'était désisté à la dernière seconde. Une place s'est libérée pour vendredi matin. 48 heures. J'aurais pu pleurer. Peut-être l'ai-je fait. J'ai dit oui à l'infirmière encore et encore. Comme si le dire assez vite pouvait garantir la place. Mais l'aspect financier n'était pas aussi rapide. L'assurance couvrirait les frais de base. Les scanners, l'anesthésie, le lit d'hôpital, mais la précision de l'opération, celle qui faisait que le docteur Patel valait la peine d'être sollicité, n'était pas couverte. J'avais besoin de 15 000 $ d'avance. Je m'y étais déjà préparé. J'ai vendu ma Camry, vidé mes économies, et pourtant, je n'y ai pas trouvé assez. C'est alors que j'ai ravalé ma fierté et me suis tourné vers les parents de Mara. Mes beaux-parents étaient du genre à évaluer leur estime de soi à l'aune de leur relevé bancaire et de leur destination de vacances, mais ils étaient d'accord. La famille prend soin de la famille, avait dit son père, et je le croyais, ou du moins j'en avais besoin. L'argent est arrivé il y a 3 semaines. Je l'ai viré à l'hôpital. Nous étions prêts. La veille de l'opération, j'ai à peine dormi. Non pas par anxiété, curieusement, mais par soulagement. Pour la première fois depuis des mois, j'avais un plan qui ne se résumait pas à une simple endurance. C'était une solution. J'avais rédigé mon programme de convalescence, imprimé les instructions de soins post-opératoires pour Mara et préparé un petit sac avec le nécessaire pour mon séjour à l'hôpital. Vers minuit, je me suis assise au bord de notre lit, mes gouttes pour les yeux et mes lunettes de soleil à la main, et j'ai imaginé ce que ce serait de me réveiller et de voir à nouveau clairement. Pas de brume, pas d'ombre rampante, juste une lumière vive et sincère. Ce matin-là, j'ai été réveillé par la vibration de mon téléphone. La voiture de l'hôpital devait venir me chercher à 6h30. Il était 5h02. L'écran affichait Mara. Elle était déjà chez sa mère. Elle y était allée la veille au soir sous prétexte de la calmer. J'ai décroché, espérant des encouragements de dernière minute. Ce que j'ai reçu à la place m'a glacé la main. Sa voix était désinvolte, légère. Dis donc, bébé, petit changement de programme. Je me suis redressé. Quel genre de changement? Elle a hésité, mais seulement un instant. À propos de l'argent de l'opération. Mon estomac s'est noué. Et alors? On l'a donné à Brandon. Je n'ai pas répondu. Je n'y arrivais pas. J'essayais de comprendre si elle pensait ce que je pensais. Ton frère? Ai-je dit, enfin, sachant déjà. Ouais. Il est tellement stressé par le travail ces derniers temps, et les garçons ont prévu un voyage à Vegas. VIP tout compris. Ils en parlent depuis des années. Ça m'a semblé être le bon moment, et il mérite vraiment une pause. Il m'a fallu 10 bonnes secondes pour comprendre qu'elle était sérieuse. Mon opération est dans 18 heures. Elle a soupiré comme si j'étais déraisonnable. Enfin, tu peux reporter. J'ai attendu presque 1 an pour ça.
Il y aura une autre ouverture. Ce n'est pas comme si tu allais mourir. Cette dernière phrase m'a plus touché que tout le reste. Elle n'était même pas en colère ni désolée. Elle était indifférente, comme si je réorganisais les réservations pour le dîner et que je faisais des histoires pour la soupe. Puis, sans prévenir, j'ai entendu la voix de sa mère en arrière-plan. « Arrête d'être égoïste, Julien. Tu es toujours malade de toute façon. » Ils étaient sur haut-parleur. La trahison n'était pas forte. Elle était discrète, clinique, précise, comme une coupure de métal froid. « J'ai vendu ma voiture, dis-je lentement. J'ai vidé mes économies. Cet argent était pour mon opération, pour ma vue. » La mère de Mara laissa échapper un rire condescendant. C'était notre argent, notre cadeau. On peut le rediriger comme on veut. Et tu as choisi Vegas. Tu agis toujours comme si tes problèmes devaient être le fardeau de tout le monde, ajouta Mara. Je fixai le téléphone un long moment. Je n'arrivais pas à parler. J'avais la gorge sèche. Tous les mots qui nous parlaient si facilement. Les mots familiers du mariage avaient disparu. Il ne restait plus que ce vaste espace résonnant où l'amour régnait autrefois. J'espère qu'il appréciera le service de bouteille, dis-je finalement. Parce que je n'oublierai pas ça. Il y eut un silence, puis un clic dédaigneux. L'appel prit fin. Je restai assise dans ce silence un long moment. Mon sac de voyage était encore prêt. Le lever du soleil perçait à travers les stores, dessinant des rayures sur le parquet. Je repensais au mois passé à me préparer à ce moment. La peur, l'espoir, les innombrables nuits à fixer le plafond, à me demander si je me réveillerais un jour aveugle. Et maintenant, après tout ça, mes proches avaient décidé que ça n'en valait pas la peine. Je n'en valais pas la peine. Mais c'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Pas seulement dans mon regard, en moi. Quelque chose s'est durci, a changé. Je n'allais pas laisser l'histoire s'arrêter là. Ce n'était que le début. Le soleil pointait à peine au-dessus des toits que mon téléphone a vibré de nouveau. 1 heure seulement après l'appel de Mara qui avait bouleversé mon monde. Je fixais l'écran, me rappelant avec stupeur le rire dans la voix de sa mère lorsqu'elles m'ont confirmé qu'elles avaient arraché le dernier fil qui maintenait ma vision. Ma main, encore tremblante sous le choc, a tâtonné sur le téléphone. J'ai appuyé sur « Répondre » sans réfléchir, comme si dire bonjour à nouveau pouvait d'une manière ou d'une autre effacer ces mots. Juliette. Sa voix était hésitante, comme si elle sentait qu'elle avait dépassé les bornes, mais qu'elle ne trouvait pas les mots pour s'excuser. C'est moi. Je n'ai pas parlé. J'ai juste respiré. Mon esprit repassait la conversation en boucle. Petit changement de programme. On a donné l'argent à Brandon. Tu peux reporter. J'imaginais ces mots tatoués au dos de sa main. Chacun d'eux était un clou enfoncé dans le cercueil de notre mariage. Elle déglutit. Écoute, je n'avais pas pensé à ce que ça ferait. C'était là, une pointe de regret, mais trop tard. J'ai fermé les yeux et je me suis souvenu du panel de médecins en blouse blanche impeccable qui m'avait dit que l'opération n'était pas facultative. Je m'étais accroché à cet espoir comme à une bouée de sauvetage. Il l'avait jeté comme de la monnaie de poche. Alors, tu reportes, demanda-t-elle, la voix tremblante. Tu appelles le cabinet du docteur Patel? Mon pouls battait fort dans mes oreilles. Tu as donné l'argent de mon opération, dis-je, retrouvant enfin ma voix. C'est arrivé bas, blessé. Cet argent était pour moi. Je sais, murmura-t-elle. Mais Brandon, s'interrompit-elle, incapable de terminer. Sa voix se brisa sous le poids de ses propres excuses. J'imaginais Brandon se prélassant au bord d'une piscine à Las Vegas, ses lunettes de soleil reflétant les néons et le sourire de quelqu'un qui pensait avoir gagné. C'était mon beau-frère, certes, mais jusqu'à présent, il n'avait jamais compté autant que moi pour ma femme et sa famille. Il l'avait préféré à ma vue. Je me suis éclairci la gorge. Tu comprends seulement ce que ça veut dire? Quoi, demanda-t-elle sur la défensive, pensais-je. Tu pensais que je pouvais échanger ma place avec quelqu'un d'autre sur la liste d'attente? Qu'une autre annulation surviendrait la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine? Chaque mot me semblait plus lourd que le précédent. Tu sais à quel point ces places sont rares? On meurt en attendant. Son souffle s'accéléra. Je suis désolé, dit-elle plus doucement cette fois, mais un simple pardon fit l'effet d'un pansement sur un os cassé. Je ne réalisais pas que c'était si urgent.
J'imaginais le regret lui nouer l'estomac. Mais je comprenais le regret. Je l'avais ressenti à chaque fois que ma vision se brouillait, et j'avais ravalé ma peur, me persuadant que je verrais clair un jour. Ce jour-là, c'était aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il me le vole. Tu ne t'en étais pas rendu compte, ai-je répété. J'ai besoin de cette opération tout de suite. Je vais leur parler, a-t-elle promis. Je verrai s'ils maintiennent le créneau. Son désespoir transparaissait dans la file d'attente, mais je n'y croyais pas. La responsable de l'hôpital était ferme. Les créneaux étaient attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi, et les annulations devaient être honorées immédiatement. Aucune exception, aucun favoritisme. S'ils avaient déjà réattribué ma place à quelqu'un d'autre qui attendait plus longtemps, elle ne pouvait rien faire. Je deviens aveugle, ai-je murmuré à peine. Il me reste 6 mois avant de perdre complètement la vue. J'aurais aimé qu'elle voie à quel point ces mots résonnaient à mes propres oreilles, comme la pierre tombale de tous les futurs que j'avais imaginés. J'aurais dû lui tenir la main. J'aurais dû lui faire confiance. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'avoir été jeté dans un gouffre de trahison si profond que je n'en trouvais plus les murs. Je sais, répéta-t-elle. Je sais. Sa voix se brisa, des larmes coulant à travers le téléphone. J'ai juste paniqué. Voir ton frère traverser une période difficile, je n'ai pas réfléchi. J'avais peur pour lui. J'ai fermé les yeux et j'ai vu son visage. La façon dont elle avait ri aux blagues de ma belle-sœur sur ma santé fragile. Comment elle avait levé les yeux au ciel face à mon inquiétude quand je me réveillais avec des maux de tête. Elle n'a jamais paniqué pour moi, ne s'est jamais assise à côté de mon lit d'hôpital, me serrant la main et me forçant à rester. Mais elle a paniqué pour Brandon. Je n'ai pas besoin de ta pitié, dis-je, une froide finalité s'installant. J'ai besoin de la vue. Le silence s'étendit, un canyon entre nous. Derrière elle, je pouvais presque entendre le reniflement désapprobateur de sa mère. Je réalisais alors que je ne me battais pas seulement pour conserver la vue. Je me battais pour le respect des personnes en qui j'avais le plus confiance. Et ce combat s'était déjà transformé en une guerre que je n'avais pas anticipée. J'appelle le docteur Patel immédiatement, murmura Mara. Mais je ne la croyais pas. J'avais appris que les promesses en l'air étaient monnaie courante chez ceux qui n'assument jamais les conséquences de leurs actes. J'imaginais mon téléphone glisser des mains de Mara, la tête baissée, tandis qu'elle annonçait la nouvelle à l'organisatrice. Je suis vraiment désolé, j'avais tort. Oui, annuler son opération. Oui, réattribuer son créneau. J'entendis presque le déclic lorsque le rendez-vous disparut du calendrier comme une vie éteinte. Tout ira bien, dis-je soudain, d'une voix plus forte que je ne le pensais. Réserver un créneau n'est pas le seul moyen d'obtenir cette opération. Elle semblait perplexe. J'ai réalisé que je parlais de projets que je n'avais pas encore élaborés. Des projets que j'avais été trop abasourdi pour envisager jusqu'à présent. Je trouverai un autre médecin, ai-je continué. Ailleurs, dans un hôpital de recherche, un programme universitaire, quelque part où ma vue est plus importante qu'un week-end à Las Vegas. Je m'occuperai des appels. J'entendais son souffle coupé. Peut-être avait-elle réalisé trop tard à quel point nous avions dérivé. Julian, ne le fais pas. J'ai craqué, puis je me suis immédiatement senti coupable de cette dureté. Mais la colère était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer, de pleurer dans la cuisine vide où ma trousse de chirurgie était restée intacte. N'essaie pas de réparer ça, ai-je dit plus doucement. Répare-toi toi-même. Il y eut un dernier rauque-rauque, une inspiration trop longue, le son de ses pleurs à l'autre bout du fil. Puis la ligne fut coupée. Je fixai le téléphone, écoutant la tonalité bourdonner dans mon oreille, me rappelant que les communications pouvaient être coupées en un instant. Je m'affaissai contre le comptoir de la cuisine, mes jambes ne voulant plus me soutenir. Je tirai ma tête en arrière jusqu'à ce qu'elle repose sous le placard et fermai les yeux. Une douleur sourde me parcourut l'œil gauche, probablement la tumeur, la douleur de la perte, ou les deux. Je songeais au travail qui m'attendait, trouver un autre chirurgien, réunir des fonds, reconstituer les décombres de ma vie. Le poids était écrasant. Et pourtant, sous la douleur, quelque chose de féroce s'éveilla. La même partie de moi qui avait traqué l'emploi du temps du docteur Patel, vendu ma voiture, emprunté de l'argent à des proches, refusait de mourir. Je fermai les yeux et laissai le silence m'envahir jusqu'à ce que j'entende un son différent. Mon propre battement de cœur, régulier, persistant, me rappelant que j'étais en vie,
que j'avais encore le choix. Je pouvais me recroqueviller sur moi-même et attendre l'obscurité. Ou je pourrais me battre pour chaque photon de lumière que mes yeux pourraient capter. Et je me battrais. Je tins le combiné dans ma main bien après que le numéro de Mara eût disparu de l'écran. Le poids de la trahison résonnait dans la cuisine silencieuse. Le bourdonnement stérile du réfrigérateur était moqueur, comme si le monde autour de moi continuait, indifférent à mon obscurité imminente. Dans 18 heures, j'aurais dû être sur la table d'opération, me préparant à recouvrer les derniers vestiges de ma vue. Mais au lieu de cela, j'étais seul, les yeux fixés sur une tasse de café vide que j'avais laissé tomber sous le choc. Un liquide brunâtre coulait et se répandait sur le carrelage comme du sang versé. Je me suis laissé tomber à genoux et j'ai regardé la tache s'étendre. Ma vision vacillait. Les bords du liquide se fondaient dans les joints. J'ai appuyé ma paume contre le carrelage froid, m'efforçant de ne pas pleurer, de ne pas me briser devant les débris de ma propre vie. La tasse gisait en morceaux à mes pieds, comme les plans que j'avais élaborés. Chaque éclat était un rappel irrégulier. Pas d'opération de main, pas de sentiment de sécurité, et personne dans mon coin, même ceux sur qui je comptais le plus. Finalement, je me suis relevé et j'ai ramassé la porcelaine brisée. Mes gestes étaient lents et méticuleux. Je n'étais pas prête à céder complètement au désespoir. J'enveloppais les fragments dans une serviette et les portais à la poubelle. À chaque cliquetis contre la poubelle métallique, je sentais une pointe de colère se libérer en moi. Ils avaient annulé mon opération. Ils m'avaient volé ma chance de voir, et il fallait bien que je la reprenne. Un bourdonnement de téléphone interrompit mes pensées. J'ai failli l'ignorer, mais la curiosité l'emporta. C'était l'hôpital, le cabinet du docteur Patel. Mon cœur se serra. Ils avaient déjà réattribué mon créneau. Monsieur Marx. La réceptionniste avait une voix douce, mais ferme. Je suis vraiment désolé, mais votre rendez-vous est pris. Nous pouvons vous remettre en fin de liste d'attente, mais cela pourrait prendre des mois, voire un an. Avant qu'une autre ouverture ne se libère, elle marqua une pause, attendant ma réponse. Ma gorge se serra. Je réussis à murmurer. Je sais. J'ai raccroché sans demander de report. Ça ne servait à rien. Savoir que j'étais à nouveau en fin de liste me semblait une condamnation. 6 mois avant la cécité, et impossible d'arrêter le temps. Je fixai le téléphone, espérant qu'il vibre à nouveau pour annoncer la bonne nouvelle, mais il resta immobile. Le tic-tac de l'horloge du micro-ondes résonna bruyamment dans l'appartement vide. 5h45. La voiture de l'hôpital serait arrivée dans moins d'1 heure. Je repensais au drap blanc immaculé, à l'odeur antiseptique du bloc opératoire, à la panique momentanée sous les sédatifs, puis au soulagement de me réveiller avec une vue dégagée. Cette vision avait disparu, remplacée par une incertitude confuse. Je m'approchai de la fenêtre et écartai le rideau. La rue était silencieuse, une lumière grise rampant sur l'asphalte. Un lampadaire crépitait avant de s'éteindre. Aujourd'hui serait le dernier jour où je regarderais à travers 2 yeux. Non pas à cause du destin ou de la tumeur elle-même, mais à cause des êtres que j'aimais. Je fermai les yeux, sentant des larmes couler sur mes joues. Lorsqu'elles coulèrent, je les laissai couler, libérant la profonde trahison qui s'était logée dans ma poitrine. Céder au chagrin n'était pas envisageable. Mais faire comme si de rien n'était. J'avais besoin d'un plan. J'ai pensé à Miles et Heinz, mes alliés dans la guerre silencieuse que je venais tout juste de commencer. Miles, l'ami de fac devenu avocat contractuel, savait comment contourner les failles juridiques. Heinz s'occupait des états et des fiducies. Elle avait accès aux moindres détails de la fiducie familiale de Mara. Je leur devais tout. Sans leur aide, je serais aveugle et démuni, et les responsables s'en sortiraient indemnes. J'ai pris mon ordinateur portable et saisi le mot de passe. L'écran s'est allumé en clignotant, et pendant un instant, la lumière m'a fait mal aux yeux. J'ai grimacé, attrapant mes lunettes de soleil, puis je me suis souvenu que je les avais vendues. J'ai parcouru mes notes de la nuit dernière. Les relevés financiers, les messages de Mara et de sa mère se vantant de l'argent dépensé pour le voyage de Brandon à Vegas. J'ai relu leurs mots. Notre cadeau, notre choix, il mérite une pause. Arrête d'être égoïste. Chaque ligne était une preuve supplémentaire de leur cruauté. Mes doigts planaient sur le clavier. Première étape, envoyer un courriel à l'Inès détaillant le détournement des fonds de la fiducie. Le contrat de fiducie prévoyait un traitement égal des bénéficiaires et interdisait les distributions pour les dépenses non essentielles.
mon opération était considérée comme essentielle, contrairement à la soirée entre célibataires de Brandon à Las Vegas. Si je parvenais à prouver qu'ils avaient violé les conditions, les fiduciaires devraient geler leurs avoirs ou rediriger des fonds suffisants pour couvrir au moins mon opération. J'ai rédigé le message, en y joignant des copies numérisées de relevés bancaires, de reçus de complexes hôteliers de Las Vegas et les clauses pertinentes des documents de fiducie. Puis je me suis assis et j'ai attendu. Le temps s'est écoulé. Mon esprit a dévié vers tous les souvenirs de ma vie avec Mara. Notre premier rendez-vous au musée d'art, notre dispute sur les couleurs de peinture du salon le soir où elle m'a tenu la main pendant ma biopsie. Ces moments me semblaient désormais des souvenirs étranges, teintés de trahison. 1 heure plus tard, Inz a répondu « Je m'en occupe. Je vais contacter les administrateurs de la fiducie immédiatement et demander un examen d'urgence. Soyez patient. » Elle a conclu par un émoji clin d'œil, un petit geste qui m'a fait sourire malgré tout. Cela m'a rappelé qu'il y avait des gens qui croyaient en moi. Prochaine étape, Miles. Si je devais aller plus loin, déposer des injonctions, demander des ordonnances judiciaires, il rédigerait la requête. Je lui ai envoyé un message sécurisé décrivant la situation, énumérant les causes d'action potentielles, le manquement à l'obligation fiduciaire, l'enrichissement sans cause, la maltraitance des personnes âgées. Comme la mère de Mara détournait elle-même les fonds de sa fiducie, sa réponse est arrivée rapidement. On se parle à 9 heures. Je préparerai les projets et j'organiserai un appel avec le conseil de fiducie. Vous aurez des options. Des options? Ce mot m'a ramené au bord du gouffre. Je n'étais pas impuissante. Pas encore. Il fallait que je continue. J'ai éteint l'ordinateur portable et me suis frotté les yeux. L'épuisement physique me pesait. Je n'avais pas dormi plus de 2 heures, mais l'adrénaline et la détermination me parcouraient les veines. Ils avaient pris ma place, mais pas mon combat. En milieu de matinée, je me tenais dans mon petit salon, vêtu d'un jean et d'une chemise propre. Je tenais le sac de voyage pour l'opération dans une main et mon téléphone dans l'autre. Le sac contenait mes patchs oculaires sur ordonnance, des analgésiques et un journal de mon plan de rétablissement. Maintenant, il me semblait être un poids mort. Je le posais délibérément. J'appelais le numéro des parents de Mara. Mon cœur battait la chamade. Sonnerie, clic. Madame Cohen, demandai-je quand sa voix se fit entendre. Je parlais calmement, posément. Ici Julian Marx. Je dois vous parler des fonds du trust familial. J'ai contacté le fiduciaire. Je vous suggère de faire de même. Elle halta et je tins la ligne tandis qu'elle balbutiait des mots que je ne comprenais pas. Je lui rappelai la signature de sa mère sur le contrat de fiducie. Ses obligations, ses responsabilités. Je ne criais pas, je ne suppliais pas, je l'informais. Puis je raccrochai. Le silence retomba, mais cette fois, il était différent. Il vibrait de possibilités. Je regardais le sac et imaginais son contenu utilisé pour la guérison plutôt que pour l'abandon. Le sol carrelé ne portait plus la tache des plans brisés, mais témoignait d'un homme refusant d'être brisé. Ils avaient annulé mon rendez-vous chirurgical et brisé ma confiance avec une froide indifférence. Mais ils ne m'avaient pas brisé. Pas encore. Je redressai les épaules et sortis à grands pas, la détermination guidant chaque pas. Le combat pour la vue ne faisait que commencer, et j'allais le mener à bien. Je passai la matinée suivante dans un brouillard de lumière matinale et de documents juridiques. Ma petite table de cuisine se transforma en salle de guerre improvisée. L'enveloppe d'INZ était ouverte, lourde de potentiel. Une lettre adressée aux administrateurs de la fiducie, exposant avec fermeté les motifs de détournement de fonds. Mais avant de pouvoir l'envoyer, il me fallait des preuves plus solides. Des documents qui ne puissent être balayés d'un revers de main comme une faveur fraternelle ou un oubli passager. Il me fallait des preuves irréfutables de négligence et de manquement à mes devoirs. Des preuves plus éloquentes que les excuses creuses qui allaient inévitablement suivre. Je me connectai au portail en ligne des fiducies familiales, un site web discret, protégé par des mots de passe et une authentification multifacteur. La mère de Mara m'avait donné accès à ces biens des années auparavant, avant que sa générosité ne se transforme en quelque chose de bien plus sinistre. J'ai parcouru les bilans et les rapports de distribution, extrayant chaque transaction des 5 dernières années. J'ai comparé les distributions aux versements mensuels de la fiducie destinée aux soins de santé, au soutien scolaire et à la garde des personnes à charge. Puis, j'ai comparé ces données à mes propres factures et reçus de consultations chirurgicales, d'examens et de quote-part.
Chaque dollar dépensé était consigné dans mon dossier, facture numérisée, relevé de carte de crédit, et même note manuscrite d'appel téléphonique avec des experts en assurance. Mes yeux me faisaient mal à force de lire attentivement, mais je ne pouvais me permettre de passer à côté d'une seule anomalie. La première incohérence flagrante est apparue dans un relevé de juillet, il y a 3 semaines, lorsque la fiducie a versé 15 000 $ à Mara Cohen. Juste à côté, dans le grand livre, figuraient 15 000 $ supplémentaires versés à Brandon Cohen Entertainment. Les dates étaient identiques. Les montants concordaient. C'était comme si quelqu'un avait dupliqué l'entrée, sauf qu'une copie était correctement étiquetée, assistance médicale, et l'autre, vacances. J'ai imprimé la page et surligné les lignes en jaune vif. Ce serait une première infraction au sens figuré, distribution non autorisée. Ensuite, je me suis penché sur la correspondance par courriel. Au fil des ans, j'avais collecté tous les messages envoyés par Mara. Non pas par paranoïa, mais parce que j'avais toujours conservé une trace méticuleuse de nos décisions financières. J'ai retrouvé le fil de discussion de la semaine dernière. Mara envoyait un courriel à sa mère. Objet, détail du voyage à Las Vegas. Pièce jointe, confirmation de réservation, itinéraire de voyage et relevé de carte de crédit. J'ai souligné le passage où sa mère avait tapé « Les fiducies familiales existent pour nous soutenir. Utilisez-les tant que vous le pouvez ». Ce courriel était ma preuve irréfutable, une directive explicite de puiser dans les fonds fiduciaires sans égard à leur destination. Avec ces documents en main, j'ai rédigé un dossier complet. Il comprenait les clauses des accords de fiducie sur les distributions autorisées, les écritures comptables surlignées et le fil de discussion incriminant. J'ai joint des copies numérisées de mes propres factures médicales, annoté des dates d'échéance et des soldes impayés. Puis j'ai pris mon téléphone et appelé le planificateur du Dr Patel, non pas pour implorer leur pitié, mais pour les informer que j'avais un nouveau soutien financier et que je rétablirais mon créneau s'ils le respectaient. La réceptionniste m'a écouté poliment pendant mes explications, puis m'a dit qu'elle aurait besoin de l'autorisation du service facturation. Je lui ai envoyé par courriel la preuve de la redirection des fonds dès que j'ai raccroché. En fin d'après-midi, j'étais prêt à envoyer le dossier aux administrateurs de la fiducie. J'ai marqué une pause, les mains sur le clavier, sentant le poids de ce que j'allais faire. Ce n'était pas une demande polie. C'était une attaque ciblée. Je n'étais pas surpris que la famille de Mara ait détourné l'héritage de leur propre enfant, mais j'étais déstabilisé par la facilité avec laquelle ils l'avaient fait, comme si ma maladie n'était qu'un détail gênant dans leur histoire. J'ai appuyé sur « Envoyer ». En moins d'1 heure, j'ai reçu 2 réponses. La première venait de l'administrateur, accusant réception. Monsieur Marx, nous avons bien reçu votre dossier. Cette affaire sera portée devant le conseil d'administration lors de la réunion d'urgence de demain. La seconde lettre provenait de la mère de Mara. Courte. Je suis au courant de vos agissements. Ce n'est pas nécessaire. Nous réagirons. J'ai ressenti une vague de satisfaction à la vue du tremblement que j'avais provoqué dans leur monde. Pendant que cette bataille couvait, j'avais besoin de consolider ma position. J'ai appelé Miles et nous avons programmé une visioconférence pour le soir même. Il m'a assuré qu'il établirait tous les documents nécessaires, les ordonnances de protection temporaire et les mesures injonctives pour empêcher la fiducie de distribuer davantage de fonds de manière abusive. Il a déclaré que les statuts de la fiducie favorisaient les droits des bénéficiaires, notamment en cas de nécessité médicale. Son assurance rassurante m'a ressaisi, me rappelant que je n'étais pas seul dans ce combat. Après avoir raccroché, j'ai fait une pause et me suis dirigé vers le parc de l'autre côté de la rue. Le soleil se couchait, teintant le ciel de violet et d'or meurtri. Une famille passait en poussette. Un chien aboyait au loin. L'espace d'un instant, j'enviais leur simplicité. Je fermai les yeux et pris une grande inspiration, savourant l'air frais du soir. Le monde continuait de tourner, même si je livrais des batailles silencieuses sur des feuilles de calcul et à huis clos. De retour chez moi, je trouvai un paquet sur le pas de ma porte, un livre sur le droit des fiducies que j'avais commandé des mois auparavant et oublié. Sur la tranche, on pouvait lire « Droits et recours des bénéficiaires dans les fiducies modernes ». Je le feuilletai et dépliai le chapitre sur la violation de l'obligation fiduciaire. Je comptais y faire référence dans les documents judiciaires pour montrer que je comprenais non seulement qu'une violation avait eu lieu, mais aussi pourquoi elle était illégale. Ce soir-là, je me couchai tôt, l'épuisement me rattrapant enfin. Je restai éveillé. La tension derrière mon œil gauche me lançait. Mais c'était une douleur d'un autre genre, celle de l'anticipation des lignes de bataille.
La réunion d'urgence du conseil d'administration de demain pourrait geler les actifs de la fiducie, et peut-être réaffecter suffisamment d'argent pour mon opération. Je m'imaginais entrer à l'hôpital avec une confiance renouvelée, sachant que j'avais gagné ma place dans le planning grâce à ma volonté et aux preuves. J'ai dormi d'un sommeil agité, rêvant de bilans financiers se transformant en champ de bataille et d'administrateurs de fiducie portant des capes. Au matin, je consulte ma boîte mail. Un nouveau message m'attendait de l'administrateur de fiducie. Au vu des preuves, les versements à Madame Mara Cohen et à ses associés sont suspendus dans l'attente d'un examen complet. Une partie du versement mensuel sera réaffectée aux frais médicaux de Julian Marx. Détail à suivre. Mon cœur battait la chamade en relisant ces mots. Ils avaient frappé et la fiducie avait cédé. Un triomphe prudent s'est emparé de moi. Je n'ai pas fêté ça avec du champagne ni des courbettes de soulagement. Au lieu de cela, je me suis assis à ma table, clignant des yeux pour essuyer des larmes de victoire silencieuses, et j'ai rédigé une lettre de remerciement officielle à Hans et Miles. J'ai versé du café dans une tasse propre et l'ai porté à mes lèvres, savourant la chaleur. Le combat pour ma vue était loin d'être terminé. L'opération se profilait encore, et les manœuvres financières n'avaient fait que gagner du temps. Mais maintenant, j'avais une voie à suivre. Mes yeux seraient peut-être encore embrumés demain, mais ma vision de la justice était plus claire que jamais. Quand le premier message de Brandon est apparu, je dormais encore. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit, une alerte Instagram. J'ai grogné en me frottant les tempes, mais la curiosité a pris le dessus. J'ai appuyé sur la notification et je l'ai vu allongé sur un lit cabana moelleux, sous le ciel rose de Palm Springs, une flûte de champagne brandie comme un trophée. Merci à ma sœur pour le coup d'un soir, sa légende disait, au bord de la piscine. Il était incroyablement détendu. La lueur néon du strip se reflétait dans ses lunettes de soleil. Je fixais l'écran, le cœur serré. Le fil d'actualité défilait, un carrousel de son extravagance. Des bouteilles de Dom Perignon posées sur des plateaux d'argent, des volutes de fumée de cigares s'élevant vers le ciel sans nuages de Las Vegas, une suite privée avec des canapés en velours et une vue sur les fontaines du Bellagio. Chaque image était la preuve narquoise de ce que j'avais perdu. Mon créneau pour une opération, ma sécurité financière, ma chance de garder la vue intacte. Leur argent lui avait permis de s'échapper. Il m'avait volé ma bouée de sauvetage. Passant à la photo suivante, j'ai vu Brandon et ses potes à une table de poker. Des jetons empilés comme des gratte-ciel miniatures, des cartes soigneusement disposées en éventail dans sa main. Il a levé les yeux vers l'appareil photo avec un sourire si large qu'il lui a fendu le visage. Et derrière lui, les lumières du casino pulsaient comme un battement de cœur. Le commentaire de Mara flottait sous 3 émojis cœur rouge. À cet instant, j'ai compris qu'il célébrait ma chute. Un beau-frère insouciant, une épouse indifférente, une mère ravie de mes dépens. J'ai éteint le téléphone et me suis redressé dans mon lit, la mâchoire serrée. Ma tête palpitait sous le poids de leur trahison. Ils avaient placardé mon malheur sur les réseaux sociaux comme une décoration de fête. Ça brûlait si fort que je le sentais jusqu'aux os. J'ai scruté le bord de ma table de nuit, cherchant quelque chose. Un but, de l'indignation, de la clarté, n'importe quoi pour me stabiliser. J'ai trouvé ma résolution. J'allais transformer leur luxe affiché en preuve. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté au même compte que Brandon, puis j'ai téléchargé toutes les images qu'il avait publiées au cours des dernières 48 heures. Du bord de la piscine aux tables de poker, des salons sur les toits aux clubs éclairés au néon, tout y était. J'ai enregistré les fichiers en haute résolution, puis j'ai fait un clic droit et je les ai ajoutés à un nouveau dossier, Las Vegas Evidence. Chaque nom de fichier était horodaté, correspondant précisément aux dates promises pour l'opération. En dessous, j'ai créé un sous-dossier pour les captures d'écran des commentaires de Mara, les selfies avec le sourire de Brandon, les slogans qui semblaient proclamer mon abandon. Ensuite, j'ai trouvé la note de frais. Ils avaient synchronisé ce satané disque partagé des mois auparavant, et Brandon ignorait totalement que j'y aurais accès. J'ai parcouru l'annuaire de l'entreprise, les feuilles de calcul financières et les documents RH jusqu'au dossier caché où il avait glissé les reçus du voyage. Les factures pour les excursions en hélicoptère, les trajets en limousine privée, les boîtes de nuit VIP et le service de bouteilles représentaient plus du double du coût de l'opération dont j'avais désespérément besoin. J'ai imprimé le PDF et surligné chaque frais non autorisé. Avec les copies papier empilées sur mon bureau, j'ai ressenti une satisfaction intense. Ils avaient pris mon argent. J'allais transformer leur indulgence en moyen de pression.
J'imaginais épluchant les reçus, se préparant à envoyer une lettre encore plus ferme aux administrateurs. J'imagine Miles rédigeant le dossier juridique, citant des noms, exigeant restitution. Leurs vacances à Las Vegas étaient devenues la preuve irréfutable dont j'avais besoin pour geler leurs avoirs et garantir que mon opération ait lieu sans plus attendre. Mais au-delà des manœuvres juridiques, quelque chose de plus profond se transformait en moi. J'avais entrevu le don qu'ils prodiguaient à Brandon, et cela révélait un contraste. Leur insouciance contre mon désespoir, leur indulgence contre ma nécessité. Je m'étais toujours considéré comme la personne raisonnable, prête à travailler, prête à faire des compromis, confiante que ma famille me soutiendrait. Maintenant, je savais que ce n'était plus le cas. S'ils ne défendaient pas ma survie, je défendais le mien. J'ai organisé les captures d'écran en chronologie. Confirmative de vol à 8h, 2 selfies de cabana à 11h17. Chaque fichier portait un morceau de mon histoire, une date volée à mon opération, un moment d'indulgence volé à mon urgence médicale. J'ai joint des notes à chaque élément, cataloguant les violations des obligations de confiance. Au moment où j'avais terminé, le dossier était une chronique de leur insensibilité et des preuves dont j'avais besoin pour agir. La lumière du soleil en fin d'après-midi s'est précipitée à travers les stores alors que je rédigeais un email à Miles. Sujet, Rega Trip Recept et Instagram Proof. Dans le corps, j'ai souligné le détournement. Les captures d'écran des médias sociaux et les rapports de dépenses de l'entreprise documentant $32 000 en distribution non autorisée, le double du montant nécessaire pour ma chirurgie. Veuillez consulter et conseiller les prochaines étapes. J'ai cliqué sur envoyer et expirer, ressentant la tension dans ma poitrine. Faciliter juste une fraction. Ensuite, j'ai envoyé un message séparé à INZ Subject Trust Font Violation Proof Visual Proofed. J'ai décrit comment Mara et sa mère avaient traité la confiance familiale comme un buffet, tout ce que vous pouvez faire tourner les distributions destinées aux soins de santé par rapport à l'extravagance documentée. J'ai joint les mêmes fichiers compressés dans un zip nommé chapitre 5 evidence.zip. Avec les 2 emails envoyés, j'ai fermé mon ordinateur portable et me suis levé, arpentant la longueur de l'appartement. Je m'arrêtai par la fenêtre, regardant la rue ci-dessous. Les conducteurs, les navetteurs, les rythmes ordinaires de la vie, inconscients de mes troubles. À Vegas, ils ont dansé sous des néons, inconscients des enjeux d'un homme perdant la vue. Ici, dans cette matinée tranquille, j'ai senti la symétrie de ma mission aiguisée, récupérer ce qui a été volé, forcer leurs mains et garantir ma chirurgie, peu importe le coût. J'ai jeté un coup d'œil à la photo encadrée sur mon étagère. Mara et moi le jour de notre mariage, souriant sous une canopée de roses. Cette image ressemblait à une relique d'une autre vie. Je l'ai retirée et je l'ai posée face vers le bas sur le bureau à côté de la pile de preuves. Laisser cette mémoire vivre dans la poussière pendant un certain temps. Ma vie avait changé. Les gens en qui je faisais confiance n'étaient plus mes alliés. Alors que la soirée tombait, j'ai rassemblé mes affaires. Il était temps de visiter Miles pour remettre les reçus en personne et cartographier nos prochains mouvements. J'ai attrapé la pile de factures imprimées et les ai glissées dans un dossier manie étiqueté juridique urgent. J'ai quitté l'appartement avec un but brûlant dans mes veines. La lueur néon de ma lutte était bien plus importante que les lumières de Vegas. Ils pensaient qu'ils avaient le dernier mot avec leur toast au bord de la piscine et les bouteilles de $400 de champagne, mais j'écrivais le chapitre suivant. Je m'assurerais qu'ils le lisent dans une salle d'audience, ou à tout le moins dans la lumière de la responsabilité. Le jeu était allumé, et cette fois les enjeux étaient ma vue. La lettre de In est arrivée au milieu du matin, nette et officielle, comme un gant jeté dans un duel silencieux. J'ai déplié les pages tout en se tenant au-dessus de mon îlot de cuisine, la lumière du soleil brillant du granit poli comme si je mettais en lumière mon tour de victoire. Elle a rédigé un avis officiel au conseil d'administration de Trust qui se lisait comme un acte d'accusation. Un langage clair, des citations précises des clauses de l'accord de fiducie et une demande impérieuse pour arrêter d'autres distributions jusqu'à ce que l'abus présumé fasse pleinement enquêter. Elle a si bien analysé le jargon légal que je sentais que le poids de son expertise remplit la pièce, faisant évaporer chaque doute persistant. Jusqu'à ce moment, je pensais que les fonds de fiducie familiale étaient des référentiels sacrés de richesse gérés avec soin. Maintenant, je savais qu'ils n'étaient qu'un autre compte bancaire attendant d'être tenu responsable. Après avoir lu la lettre d'Ins 2 fois, j'ai joint des documents à l'appui. Le grand livre de fiducie montrant les dispersions simultanées à Mara Cohen, soutien médical, et à Brandon Cohen, récréative. Les relevés bancaires confirmant la réaffectation des fonds et la suite de capture d'écran des escapades de Brandon à Vegas.
Chaque attachement était un élément de preuve méticuleusement étiqueté, la pièce A, pièce B, pièce C, donc il n'y aurait aucun doute sur ce qu'ils ont prouvé. J'ai appuyé sur le portail sécurisé et expiré, ma poitrine y lige comme si je relâchais un poids physique. La confirmation par email est apparue, marquant mon message comme une demande de violation de confiance urgente. J'ai imaginé les administrateurs qui le recevaient, en pause pour lire les mots d'Inz. Sentant le choc de son autorité légale qui s'écrase dans leur routine confortable. À l'heure du déjeuner, j'ai reçu une reconnaissance. Vos préoccupations seront examinées. Veuillez prévoir 2 jours ouvrables pour la réponse du comité. Cela sonnait sans engagement, bureaucratique, exactement ce à quoi je m'attendais. Je n'ai pas perdu de temps à ragoût sur leur retard calculé. Au lieu de cela, je suis passé en mode de préparation. J'ai passé l'après-midi à organiser mon propre dossier de déclaration de témoins et de preuves supplémentaires. J'ai appelé le conseiller financier qui a géré mon séquestre de fonds de chirurgie et je lui ai demandé une ventilation détaillée des transactions qu'il avait facilitées. Il m'a envoyé par email le rapport dans l'heure. Énumérer chaque dépôt, transfert et retrait lié à mon compte. Je traverse chaque ligne avec mes preuves existantes et j'ai trouvé quelques écarts mineurs, des erreurs d'arrondi, des entrées maladées auxquelles je ne m'attendais pas. Pourtant, je les ai annotés à l'encre rouge, les qualifiant d'irrégularités de bureau et les ai glissés dans la pile. Ils renforceraient le schéma de la gestion de la confiance inattentive. Ce soir-là, j'ai rencontré Miles dans un petit café près de son bureau. Il était assis dans notre stand d'angle habituel, une cravate noire desserrée et un blazer drapé sur la chaise à côté de lui. Quand j'ai glissé l'enveloppe de manille à travers la table, j'ai vu un scintillement d'admiration dans ses yeux. Ça a l'air solide, a-t-il dit, le pouce à travers les pages. Inz a fait sa part. Et vous ne plaisantez pas à propos de ces reçus de Vegas. Il a tapé une photo de Brandon tenant un verre de cocktail géant de nouveautés. J'ai une motion rédigée. S'il refuse d'agir, nous pouvons déposer auprès du tribunal une injonction d'urgence pour geler les actifs de la confiance. Sa confiance était contagieuse. J'ai hoché la tête, ne voulant rien de plus que de voir ses actifs sécurisés pour ma chirurgie. Chronologie, ai-je demandé. S'ils sont décrochés vendredi après, nous déposons lundi matin, a répondu Miles. Cela leur donne 3 jours ouvrables pour prendre des mesures ou les étapes du tribunal automatiquement. Il a pris une gorgée de café. Il s'agit d'une violation de l'obligation fiduciaire, claire et simple. Ils devront prouver l'ignorance ou la bonne foi. L'ignorance ne volera pas et la bonne foi est difficile à discuter lorsqu'il y a des preuves photographiques de détournement. Nous avons passé l'heure suivante à affiner la stratégie. J'ai expliqué mon urgence. La tumeur derrière mon œil était un compte à rebours implacable, et chaque jour apportait un risque plus important. Miles a pris des notes pour souligner l'urgence médicale dans la motion, demandant une audience accélérée. Au moment où nous sommes partis, les lumières du café s'étaient atténuées et les tables autour de nous se vidaient. J'ai senti une résolution s'installer sur moi comme une armure. Je n'étais plus le mari lésé. J'étais le demandeur prenant des mesures. De retour à la maison, il était assez tard pour que j'aie décidé de ressentir l'appel du docteur Patel Chedulé, de ne pas retenir mon souffle, mais de planter la graine. Les fonds de Mademoiselle Cohen sont en cours d'examen d'urgence. J'ai dit quand la réceptionniste a répondu. J'ai expliqué qu'une injonction était en attente et que les fonds destinés à ma chirurgie étaient maintenant sécurisés. La réceptionniste a pris des notes et a promis de suivre. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner derrière son ton poli. Si rien d'autre, il a indiqué à l'hôpital que je mobilisais toutes les ressources pour assurer le paiement. Je me sentais comme des troupes générales de coordination. Chaque appel est envoyé un courriel à une manœuvre stratégique sur un vaste champ de bataille. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube, l'adrénaline me poussant hors du lit. Mes yeux se sentaient granuleux, comme s'ils n'avaient pas dormi du tout. J'ai préparé du café assez fort pour couper le béton et examiner la lettre originale d'Inz une fois de plus. J'ai tracé sa signature en bas, puis je me suis retourné vers les pages et captures d'écran en surbrillance. Tout était en place. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai vérifié mon email. C'était là, une brève note de l'administrateur de la fiducie. Cher Monsieur Marx. Le conseil d'administration a convoqué une session d'urgence et a approuvé un gel temporaire sur les distributions à Mademoiselle Mara Cohen et aux parties affiliées. Une dispersion provisoire de $18 000 sera redirigée vers vos frais médicaux. La documentation formelle suivra.
Mon cœur a martelé si fort que je pensais qu'il éclaterait. J'ai regardé les mots, les relisant pour m'assurer que je n'hallucinais pas. Ensuite, j'ai laissé rire, bruyant et sans tenue, surprenant même moi. C'était comme la libération de chaque inquiétude qui s'était enroulée en moi pendant des semaines. Ils avaient des yeux en premier. Ils avaient cédé le champ. Le Trust Covenant avait accordé plus de balancement que la fidélité à la famille. Et en cela, j'ai trouvé une sorte de justification froide. Au milieu du matin, les documents sont arrivés. La lettre de Trust a confirmé la redirection des fonds et la suspension des distributions. J'ai signé l'accusé de réception et les renvoyé immédiatement. Ensuite, j'ai appelé l'hôpital et je me suis arrangé pour reprogrammer mon chirurgie pour la première fente disponible. Le docteur Patel elle-même m'a assuré qu'elle l'honorerait. Elle a même dit qu'elle avait gardé un œil sur mon cas et avait admiré ma ténacité. J'ai souri au téléphone, imaginant sa confiance en tant que bouée de sauvetage qui atteigne les kilomètres. Plus tard dans l'après-midi, je me suis assis seul dans mon salon, le soleil jetant de longues ombres à travers les stores. J'ai regardé la lettre de la confiance dans ma main. Son sceau officiel de promesse de nouveau début. L'argent était sûr. La chirurgie a été réservée. Et les personnes qui avaient tenté de faire dérailler ma vie ont été confrontées à leurs propres autorités. Ce n'était pas une résolution heureuse. C'était la justice servie froide. Mais c'était suffisant. C'était tout. J'ai posé la lettre et fermé les yeux, écoutant ma propre respiration. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir se sentait réalisable. La tumeur derrière mon œil était toujours là, et les enjeux n'avaient jamais été plus élevés. Mais je n'étais plus à la merci de la trahison. J'avais récupéré ma vue. Pas encore physiquement, mais de toutes les manières importantes. Le matin, j'ai entendu les nouvelles, je me débarrassais toujours du sommeil lorsque le texte de Miles est passé. Brandon suspendu. Audit interne en cours. Mon téléphone a de nouveau bourdonné presque immédiatement. Un email du conseil du Trust confirmant le gel sur les distributions et rediriger les fonds vers mes dépenses médicales. Le monde se sentait instable sous mes pieds, comme si le sol que je m'attelais à se déplacer et à s'installer dans un nouveau paysage. D'un côté, il y a eu ma chirurgie en attente, enfin à portée de main. De l'autre, l'épave emmêlée de la famille qui avait essayé de m'enterrer dans l'obscurité. Je me suis penché contre le comptoir de la cuisine, faisant attention de ne pas renverser le café que j'avais versé avec une main tremblante. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. Il y a quelques jours à peine, je regardais tristement la tache d'une tasse cassée répartie sur la tuile. Maintenant, le café avait un goût plus doux, chargé de savoir que la justice, aussi froide et clinique, était de mon côté. Mais j'ai refusé de le savourer. Il restait du travail à faire. En fin de matinée, je me suis rendu à l'immeuble de bureau de Brandon. Une tour en verre élégante reflétant le ciel d'automne brillant. Je n'ai ressenti aucun triomphe dans cette visite, seulement une sombre nécessité. Miles m'avait organisé pour déposer une copie de la demande d'audit et des preuves à l'appui scellée dans une enveloppe confidentielle RH estampillée. Alors que je monte dans le hall, le gardien de sécurité m'a fait un signe de tête, croyant probablement que j'étais un consultant ou un journaliste. Je ne l'ai pas corrigé. Une partie de moi a soumis l'anonymat. Personne ici ne me regarderait deux fois. Le mari calme se bat pour sa vie contre une trahison familiale. Je me suis rendu au département des ressources humaines au 12e étage. La réceptionniste a regardé l'enveloppe avec un sourcil levé. « Monsieur Marx », a-t-elle dit, scannant l'étiquette audacieuse. « Ils vous attendent. » 3 minutes plus tard, j'ai remis les limites au directeur des ressources humaines, une grande femme avec un bob tranchant et des lunettes perchées sur le bout de son nez. Elle a inspecté le seau, puis l'a glissé dans un tiroir verrouillé. « Nous allons passer en revue et suivre », a-t-elle dit tranquillement. Les mots étaient une bouée de sauvetage jetée à travers une étendue sombre. S'éloignant de ce bâtiment, je me sentais à la fois soulagé et mal à l'aise. J'avais aidé à déclencher un audit interne qui examinerait chaque rapport de dépenses, chaque réception, chaque ligne sur une feuille de calcul. Le somptueux voyage de Vegas de Brandon, autrefois un symbole de la complicité de sa famille dans ma trahison, était maintenant potentiellement la cause de sa chute. Je ne ressentais aucune joie dans son éventuelle humiliation ou déraillement de carrière. Je ne ressentais que l'acier de nécessité. Ils avaient joué avec ma vue, et maintenant je tirais leur secret pour récupérer ma vie. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon appartement en examinant mes prochaines étapes.
La redirection des fonds de la fiducie signifiait que mon opération était sécurisée, mais ma victoire était incomplète jusqu'à ce que Brandon ait fait face à des conséquences. J'ai remonté le blog de son entreprise sur mon ordinateur portable. Il s'agissait d'une société de conseil en gestion réputée pour son pouvoir discrétionnaire. Les partenaires se sont fiers de l'intégrité. Un scandale interne serait un anathème pour leur marque. J'ai rédigé une astuce anonyme au bureau exécutif de l'entreprise détaillant les écarts de réception et liant un site de partage de documents sécurisés où ils pourraient afficher les fichiers. Je l'ai composé attentivement sans que la méchanceté se concentre sur les faits, les rapports de dépenses rembourrés, l'utilisation non autorisée de fonds familiaux, une exposition juridique potentielle. Je l'ai signé simplement des parties prenantes concernées. Alors que je frappe l'envoi, j'ai ressenti un paiement de culpabilité. Ce n'était pas la justice. C'était une rétribution. Mais la suspension de Brandon ne durerait pas éternellement sans conclusion formelle. J'avais besoin de l'audit pour dégénérer en une enquête complète. Sinon, il était retourné à son bureau, sa carrière intacte. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Mon avenir en dépendait. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des nouvelles. Un collègue m'a transmis un lien d'un site d'information commerciale. Le cabinet de conseil suspend le partenaire au milieu de l'enquête sur le rapport de dépenses. L'article a cité un porte-parole anonyme reconnaissant une revue interne provoquée par des irrégularités dans les récentes dépenses. Il a mentionné les dépenses incompatibles avec la politique de l'entreprise et la découverte préliminaire de violations potentielles de la responsabilité fiduciaire. Mon cœur battait. Le monde faisait enfin attention à l'utilisation abusive de l'argent de Brandon. L'argent qui avait été réservé autrefois à ma chirurgie. Mais l'article a également suggéré que la revue en était encore à ses débuts. J'avais besoin de maintenir la pression. J'ai tendu la main à Miles. Ils l'ont suspendu et sont devenus publics. Je lui ai dit, la voix tendue d'urgence, mais ils n'ont annoncé aucune conclusion formelle. Il a expiré. C'est normal. Ils doivent suivre le protocole, mais une fois qu'ils ont cité les violations des politiques, ils peuvent se terminer pour cause. Il vous suffit de laisser le processus se dérouler. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Je vais le surveiller et je resterai prêt à témoigner si nécessaire. Nous avons passé l'heure suivante à examiner le témoignage potentiel, ce que je dirais sous serment, comment je pourrais établir que les violations des dépenses découlent directement de l'abandon de fonds à l'origine pour ma chirurgie. Nous avons cartographié des délais, des emails référencés et nous sommes assurés que j'avais plusieurs copies de chaque document en toute sécurité. Mon ordinateur portable était plus lourd que jamais. C'était à la fois une arme et un bouclier. Plus tard dans l'après-midi, Mara a appelé. Mon téléphone a bourdonné, affichage montrant son nom en gras. Je l'ai regardé, mon doigt planant sur le bouton de déclin. Une partie de moi achète pour la fermeture pour une explication au-delà de la cupidité de sa famille. Une autre partie s'est serrée contre ses excuses. Un bouclier réflexif s'est formé en semaine de trahison. J'ai pressé le déclin. Laissé sa messagerie vocale prendre l'appel. Laissé sa mère fumer. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et vérifié le portail de l'hôpital. La date de ma chirurgie a été confirmée. Dans 2 semaines, la première chose du matin, le bureau du docteur Patel a envoyé des instructions de pré-op, des directives à jeûne, des heures d'arrivée, des ajustements de médicaments. J'ai tout imprimé et les collé à mon réfrigérateur à côté de la colonne des rendez-vous chez le médecin à venir. J'ai passé mon doigt le long du calendrier, ressentant une vague d'espoir. En moins d'une quinzaine, je serai sous anesthésie entre les mains du chirurgien dont le nom était devenu synonyme de ma survie. Ce soir-là, je me tenais à la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller vivant une par une. L'air du crépuscule portait l'odeur des feuilles tombées et de la circulation lointaine. Le silence s'est installé autour de moi, mais c'était un silence différent de celui auparavant. C'était le silence de l'anticipation, pas de la défaite. J'ai senti la tumeur derrière mon œil, un rappel terne des enjeux, mais il ne pesait plus aussi lourdement que le combat qui nous attendait. J'étais prêt pour le minerai. J'étais prêt pour les retombées. J'étais prêt à revoir clairement et je ne laisserai personne ni aucune trahison m'arrêter. Demain, la prochaine audience dans le litige du fonds en fiducie confirmerait la redirection permanente des actifs. Dans 2 semaines, le docteur Patel opérerait. Entre ces jalons, je continuerai à pousser, à continuer de documenter,
a tiré parti de chaque outil à ma disposition parce qu'ils avaient essayé de prendre ma vue, ma dignité et ma confiance. Et je ne sauverai pas seulement ma vision, je récupérerai ma vie. Ils ont appelé cela une détermination finale, mais pour moi, c'était le son des chaînes qui claquaient. Les administrateurs de fiducie ont envoyé une lettre estampillée officielle et signée par l'ensemble du conseil d'administration. La mère de Mara a été officiellement disqualifiée de toute autre distribution, et les fonds restants devaient être détenus à l'entièrement en attendant son appel si elle osait. Une partie a été immédiatement redirigée vers mon compte médical sans condition. J'ai lu la lettre de mon bureau, la lumière du soleil brillant le sceau et j'ai ressenti une vague de triomphe qui a été tempérée par la gravité de ce que cela signifiait. La famille de ma femme avait perdu leur effet de levier financier et mon fonds de chirurgie était enfin sûr. En quelques heures, la boîte de réception des emails de Brandon a inondé de messages. Les partenaires du cabinet de conseil ont envoyé des notes de condoléances TUR, puis se sont rapidement déroulés dans des discussions de licenciement pour cause. J'ai regardé son profil LinkedIn changer. Le partenaire a été frappé, remplacé par suspendu. C'était une justice intangible rendue par la mécanique froide de l'application des politiques. Et pourtant, c'était profondément personnel. Le beau-frère, qui avait siroté du champagne à Vegas à mes dépens, faisait maintenant l'objet de rumeurs et de ragots étouffés derrière des portes de bureaux polis. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait un nom inconnu, Monsieur Cohen. Pas de titre, juste ça. Mon cœur a sauté. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran éclatant, en attendant le père de Mara, mais la voix sur la ligne était la sienne. Doux, contrit, tendu. Julian, elle a commencé. Je ne sais pas par où commencer. J'ai saisi le bord de mon bureau, se préparant pour des excuses, un blâme. J'appelle parce qu'ils ont gelé la confiance, dit-elle, voix serrée. Et j'ai tout perdu. Mon statut de vol, mes perspectives d'emploi, ma réputation. Vous avez ruiné ma vie. Ces mots piquaient. Non pas parce qu'ils étaient justes, mais parce qu'ils reflétaient un monde bouleversé. Je suis désolé de l'argent de la chirurgie, a-t-elle ajouté, presque dans son souffle. Je me suis assis en face de moi dans notre cuisine, me disant que j'étais égoïste. Je me souvenais de l'avoir vu rire de mon malheur. Je voulais dire que je lui pardonnais, mais la vérité était trop lourde. Au lieu de cela, je dis, tu as joué avec ma santé, Mara, avec mon avenir. Ma voix était calme, ce que je m'y attendais. Je n'espérais pas comprendre. Do, she whispered. I'm desperate. Please, can't we talk? Can't we work this out? He closed my eyes, weighing her plea against the amount of decay and indifference. There's nothing to work out, he said firmly. The trust decision is final. My surgery is scheduled. Everything else is yours to sort out. Then he hung up. The line went dead, but he felt alive. Late that night, he drafted a brief email to Dr. Patel's office confirming my surgery date and sharing la lettre de confirmation de confiance. Je les ai remerciés pour leur patience et leur professionnalisme grâce à mon épreuve. Faisant un envoi, j'ai réalisé jusqu'où je venais de l'homme qui s'était assis dans cette cuisine, regardant une tasse de café renversée et des promesses cassées. Je n'étais plus à la merci des membres capricieux de la famille. J'avais récupéré le contrôle. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel inattendu du père de Mara. Son ton était raide, formel. Monsieur Marx, il a commencé. Je regrette comment les choses se sont déroulées. Les différends familiaux peuvent être désordonnés. Il s'arrêta et j'ai senti la forme de ces mots suspendus entre nous. Si jamais vous reconsidérez impliquant à nouveau Mara dans votre vie, faites-le moi savoir. J'ai imaginé la mise en garde tacite à ces conditions, pas la mienne. J'ai répondu, je vous le ferai savoir. Même si je doutais d'un pont pouvait être reconstruit, nous avons échangé des plaisanteries minimales avant de raccrocher. Dans les jours qui ont suivi, la mère de Mara a soumis un appel, mais les administrateurs l'ont rejeté rapidement, citant une violation irrévocable de l'obligation fiduciaire. Son équipe juridique a menacé de poursuivre, mais le fonds fiduciaire a été structuré pour résister à de tels défis, et Inz m'a assuré que tout procès serait annulé devant le tribunal. J'ai passé ces après-midi à compiler un petit dossier de correspondance et de résumé financier pour mes propres dossiers, une archive méticuleuse pour m'assurer que je ne serai plus jamais aveuglé. Pendant ce temps, j'ai commencé à interviewer de nouveaux médecins. Le calendrier du docteur Patel était plein, et bien qu'elle ait sécurisé ma place,
je voulais un déchaînement au cas où quelque chose d'inattendu était apparu. Le docteur Elm à Chicago avait des ouvertures, tout comme un spécialiste à l'hôpital universitaire Memorial. J'ai planifié des consultations via un appel vidéo, en comparant leurs approches et leur taux de réussite. Chaque discussion ressemblait moins à un interrogatoire et plus comme un partenariat. Des experts désireux de m'aider à préserver ma vision plutôt que d'ignorer mon sort. Un soir, une notification est apparue sur mon téléphone. Une fondation caritative pour la santé des hommes avait envoyé une subvention à mon nouvel fonds de soutien. Ils avaient entendu parler de mon cas grâce à un contact mutuel et voulaient contribuer. J'ai souri, laissant l'ironie pénétrer. Alors qu'une famille avait essayé de me nier la médecine, des étrangers proposaient de soutenir non seulement moi mais d'autres ont un besoin similaire. Cette validation m'a nourri d'une manière que l'argent n'a jamais pu. Le matin du 5 octobre, le jour de la chirurgie, je me suis tenu dans le parking de la clinique du docteur Patel, la lumière du soleil rebondissant sur les pare-brises autour de moi. J'ai jeté un coup d'œil à la lettre de redirection dans ma poche et j'ai glissé mes lunettes de soleil, sentant leurs lentilles sombres comme un bouclier. J'ai inhalé profondément, goûtant de l'antiseptique et de l'anticipation, et je me suis rappelé que j'avais gagné cette chance par la ténacité et la vérité. Personne ne pouvait prédire exactement comment se déroulerait l'opération, mais j'avais tout fait en mon pouvoir pour sécuriser mon avenir. J'avais lutté contre la trahison, appliqué une responsabilité et j'ai gagné le droit de revoir. Maintenant, tout ce qui restait était de laisser les mains qualifiées me guider à travers la dernière étape et enfin regarder vers l'avant plutôt que derrière. Je suis sorti du taxi dans l'air de l'automne croustillant, clignant des yeux contre la lumière du soleil qui, autrefois, aurait pu être floue. Skyline de Chicago se penchait en avance alors que je saisissais mon sac de bouclés, mon œil gauche protégé par un bouclier en plastique transparent. Le paiement de la redirection était enfin arrivé plein, et j'ai réservé mon opération avec le docteur Elena Helm, dont la réputation de l'élimination des tumeurs orbitales était impeccable. Les couloirs de l'hôpital sentaient l'antiseptique et l'espoir. Je me suis connecté, remis des copies de la lettre du fond en fiducie et je me suis assis dans la salle pré-op, le cœur battant alors que je regardais les infirmières préparer mon pour. Lorsque le docteur Helm est apparu, elle m'a salué chaleureusement, offrant des yeux stables derrière son masque. « Nous avons tout ce dont nous avons besoin », a-t-elle déclaré. « Tu es entre de bonnes mains. » Sa confiance m'a réglé. Quelques minutes plus tard, l'anesthésie m'a doucement tiré et je me suis rendu à l'obscurité. Faire confiance aux mains qualifiées du chirurgien et aux lignes de vie que j'avais forgées à travers la paperasse, la persistance et la croyance, je me suis réveillé dans une suite de récupération calme, la lumière du soleil filtrant à travers des stores à moitié fermés. Une infirmière a plané sur moi, vérifiant mes signes vitaux et murmurant que la chirurgie s'est déroulée exactement comme prévu. J'ai essayé d'ouvrir les deux yeux. La droite était claire, tranchante. La gauche toujours brumeuse, mais déjà meilleure qu'avant. Des larmes ont glissé sur mes joues, pas de douleur, mais de soulagement. L'infirmière m'a offert de l'eau et a prescrit des analgésiques. Elle m'a dit de me reposer, et j'ai fermé les yeux, savourant le moment où la lumière reviendrait complètement. Au cours de la semaine prochaine, j'ai vécu dans un petit appartement près de l'hôpital. La journée s'est structurée autour des examens de suivi et des séances de thérapie. Chaque matin, j'ai décollé le patch de mon œil gauche et cligné des yeux vers le monde. Les branches d'arbres gravées contre un ciel de cristal. Les titres du papier du matin, les veines délicates dans une tasse à café sur ma table de nuit. J'ai pratiqué la lecture avec les deux yeux, et à chaque mot, j'ai senti ma confiance grandir.